Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour l'administration des médicaments par voie orale. On va d'abord voir qu'est-ce que la voie orale, puis les différents médicaments administrés par voie orale, que ce soit sous forme liquide ou sous forme solide. Donc la voie orale, c'est la voie majoritairement utilisée pour l'administration du médicament, tout simplement parce qu'il va être avalé, c'est-à-dire que lorsque le médicament, on le laisse dans notre bouche et qu'il ne passe pas par le tube digestif, ce n'est pas considéré comme de la voie orale. Donc le médicament suit le tube digestif, il va rentrer en contact avec différentes muqueuses et c'est au niveau de ces muqueuses qu'il y aura une absorption du médicament pour qu'il passe dans la circulation générale ou la circulation sanguine. Il y a différents types d'actions, soit une action générale ou dite systémique, c'est-à-dire que le médicament passe par la circulation sanguine pour aller dans tout le reste du corps, ou il y aura aussi une action locale, comme par exemple avec les pansements gastriques. Il ne faut surtout pas oublier que les muqueuses buccales ou les muqueuses rectales ne font pas partie de la voie orale. Ils font partie de d'autres voies que vous verrez dans d'autres cours. Alors, pour l'absorption du médicament, donc tout simplement le patient va avaler le médicament et il y a deux possibilités. Soit ça sera un médicament sous forme solide, soit un médicament sous forme liquide. Pour le médicament sous forme solide, le patient va avaler le médicament. Il va falloir permettre la libération du principe actif. Celui-ci va se transformer en poudre, puis il va y avoir une dissolution et le principe actif sera alors mis en solution et c'est à ce moment-là, donc il sera sous forme moléculaire, qu'il pourra passer les muqueuses pour aller dans la circulation générale. Si le médicament est sous forme liquide, il n'aura pas à passer par les étapes de libération ni de dissolution, il sera déjà en solution, donc il n'aura plus qu'à passer les muqueuses pour aller dans la circulation sanguine, ce qui fait que les formes liquides ont des actions beaucoup plus rapides que les formes solides. Pour la voie orale, l'absorption a principalement lieu au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle. Cela s'explique par une surface importante d'absorption, surtout due aux nombreuses villosités de cette muqueuse. Il y a aussi une vascularisation importante, une longue durée de séjour et un contact avec des muqueuses ou des milieux différents, comme par exemple le pH qui va de 4,5 à 8, ce qui va permettre de favoriser une solubilisation de nombreux principes actifs. C'est une voie indirecte, ça se voit grâce à cette courbe de biodisponibilité. Elle correspond à la concentration plasmatique du principe actif en fonction du temps. Si on se place ici, on est en T0, c'est là où le patient va avaler le médicament. Il va alors y avoir une libération de principe actif qui va se dissoudre et être absorbé. Donc on va avoir une augmentation de la concentration plasmatique jusqu'à avoir une concentration maximale où la phase d'élimination va ensuite prendre le dessus et on va avoir alors une diminution de la concentration du principe actif en fonction du temps. Donc c'est bien une voie indirecte parce qu'il y a une phase d'absorption où le principe actif va rentrer dans la circulation générale, puis une phase d'élimination. Il y a de nombreux avantages et inconvénients à cette voie. Les avantages sont le fait que ce soit une voie pratique et bien acceptée par les patients car c'est la voie de l'alimentation. Et les inconvénients, c'est principalement le fait que c'est une voie avec une action plus ou moins rapide, comme par exemple si le patient est à jeun ou s'il a mangé un repas consistant, le principe actif va passer plus ou moins de temps à différents niveaux du tube digestif. Il peut aussi y avoir une dégradation de certains principes actifs par les différents milieux rencontrés, comme par exemple au niveau de l'estomac avec l'acidité gastrique. Mais il y a aussi l'effet de premier passage hépatique qui permet la métabolisation de certains principes actifs et qui peut parfois inactiver ces principes actifs. On va maintenant voir les différents médicaments qui peuvent être administrés par voie orale. On va commencer par les formes liquides. Il y a les solutés simples ou les solutions, les sirops, les solutés extractifs et les suspensions. Pour les solutés simples, ils sont obtenus par dissolution du principe actif dans un véhicule, qui peut être de l'eau par exemple. Le principe actif va passer de l'état particulaire à l'état moléculaire. Il va donc pouvoir être absorbé plus rapidement et donc avoir une action plus rapide. Le conditionnement, c'est soit sous forme unitaire, dans une ampoule par exemple, ou multidose, dans un flacon, mais dans ces cas-là, il faudra alors avoir un système de prélèvement pour avoir la bonne quantité de médicaments. Pour les sirops, la définition est
Préparation aqueuse de saveur sucrée et de consistance visqueuse, généralement grâce à une quantité importante de saccharose. Pour la consistance visqueuse, il faut que le sirop contienne 45% de saccharose. Pour la protection microbienne, il faut que le sirop contienne 65% de saccharose. On sera alors en présence d'un sirop d'une densité de 1,32. Cela permet de vérifier qu'on est bien en présence d'un sirop simple. Il y a bien une protection antimicrobienne car bien que les bactéries aiment le sucre, là il va être en quantité trop importante, donc elles ne pourront pas se développer. Le problème, c'est que le saccharose est un excipient à effet notoire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être utilisé chez tous les patients, en particulier chez les diabétiques. Pour permettre leur utilisation chez ces patients, on va alors avoir une fabrication de sirop à base d'édulcorants, comme par exemple l'aspartame ou la saccharine. Ils ont un pouvoir sucrant élevé, mais on va les utiliser en petite quantité. Sauf que dans la définition, il faut que le sirop ait une consistance visqueuse. Pour cela, on va leur ajouter un agent épaississant. Le conditionnement des sirops est souvent sous forme de flacons. Pour les solutés extractifs, le principe actif va se dissoudre dans le solvant pendant un temps donné et une température donnée. Il va ensuite y avoir une élimination des résidus. Il va ensuite y avoir une filtration pour obtenir une solution limpide. Ils peuvent être utilisés soit tels quels, en goutte à goutte dans un verre d'eau par exemple, mais souvent ils sont utilisés dans des compositions d'autres formes comme les sirops. Et les suspensions, les particules de principe actif ne sont pas dissoutes, mais elles sont dispersées dans un véhicule qui ne sera pas solvant de ce principe actif. Le problème, c'est que les particules ont tendance à sédimenter. Il faut alors s'assurer de l'homogénéité du prélèvement de la dose, c'est-à-dire qu'il y ait la même quantité de principe actif, peu importe au moment où nous sommes rendus dans le moment du prélèvement. Pour qu'il y ait la même dose de particules, il faut soit augmenter la viscosité par ajout d'agents épaississants ou demander au patient d'agiter avant l'utilisation. Pour les solutés simples, les sirops et les solutés extractifs, la propriété principale est la limpidité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une absence de particules visibles à l'œil nu. Pour les formes solides, il y a les poudres qui peuvent être composées, les gélules, les capsules molles et les comprimés. Pour rappel, attention, le terme cachet n'est plus tout utilisé. Les poudres, c'est la forme la plus simple des formes solides. Elles sont obtenues par des méthodes chimiques comme la précipitation ou la cristallisation ou par des méthodes physiques comme la pulvérisation. Les deux caractéristiques principales des poudres sont sa forme, soit amorphe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme précise, ou cristallisée, et la granulométrie, c'est-à-dire la taille des particules. Elles peuvent être composées, c'est-à-dire ça va être un mélange de poudres différentes, mais alors il faut qu'il y ait une homogénéité, c'est-à-dire qu'il y ait la même quantité de n'importe quelle poudre, quel que soit le niveau du pot par exemple. Pour les conditionnements, on les trouve soit en sachet individuel, soit en pot, en plastique, mais dans ce cas-là, il faut faire attention à avoir une mesurette pour prendre la bonne quantité. Les gélules, elles sont constituées de deux cupules, nommées coiffe et corps de gélatine. Elles contiennent le plus souvent des poudres, il ne faut surtout pas les ouvrir avant l'administration. L'enveloppe va alors se dissoudre dans l'estomac et il va y avoir libération du contenu de la gélule. La fabrication se fait en deux temps. D'abord, fabrication de l'enveloppe dans un laboratoire spécialisé par un procédé au trempé, c'est-à-dire qu'on va plonger les broches dans un bain de gélatine fondue. Il va ensuite y avoir un refroidissement, puis un séchage et un démoulage. Ensuite, il va y avoir le remplissage qui lui peut se faire en officine. Et le conditionnement, c'est soit sous forme de blister, soit dans des pots en plastique. Pour les capsules molles, ce sont des capsules de gélatine avec une enveloppe continue et souple due à la présence d'une petite quantité d'eau et de glycérine. La fabrication et le remplissage se font en une seule étape. Le contenu est toujours liquide ou pâteux, ce qui fait que l'action va être plus rapide, comme ce qu'on a dit avant, parce que la biodisponibilité va être aussi plus rapide. Alors, il y a ensuite les comprimés. C'est une forme solide qui est la plus utilisée.
elle est obtenue par compression d'un volume constant de particules. Le comprimé doit se désagréger le plus rapidement possible pour libérer le principe actif. Donc on va rajouter des adjuvants qui sont des agents de désagrégation. Pour le conditionnement, c'est soit un conditionnement collectif, en tube ou en flacon, ou sous un blister. Il existe différents types de comprimés. Il y a les comprimés effervescents qui vont dégager du dioxyde de carbone en contact avec de l'eau. Donc il faut absolument les protéger de l'humidité. C'est pour ça que dans les tubes de conditionnement, il y a un bouchon avec une substance hygroscopique. Il y a ainsi des comprimés enrobés sur lesquels on va déposer une couche plus ou moins épaisse d'agent enrobant avec différents objectifs comme protéger d'un goût désagréable ou pour permettre d'avoir une couleur pour l'identification. Ça peut aussi servir pour protéger le principe actif de facteurs extérieurs d'altération comme la lumière ou l'humidité, ou encore des facteurs intérieurs d'altération comme l'acidité gastrique ou les enzymes. Mais il peut aussi protéger tout simplement de l'organisme comme l'irritation de la muqueuse gastrique avec des formes gastro-résistantes. Il y a encore là deux types de comprimés enrobés, les dragéifiés ou les pelliculés. Les dragéifiés, ce sont des agents avec des agents d'enrobage avec plusieurs couches. Enfin, l'agent d'enrobage est constitué de plusieurs couches de saccharose avec une épaisseur d'enrobage qui est très importante. Et les comprimés pelliculés sont constitués d'agents d'enrobage qui sont des polymères et l'épaisseur du film d'enrobage est simple. Il y a ensuite des comprimés à libération prolongée. Là encore, il y a plusieurs types, soit des libérations répétées ou réitérées, ou alors des formes à libération continue. Les formes à libération répétée ou réitérée sont des comprimés qui comportent plusieurs couches et chacune d'elles vont se libérer successivement une dose de principe actif. Il y a ensuite des formes à libération continue qui comprennent soit des comprimés matriciels, soit des comprimés enrobés. Les comprimés matriciels possèdent une libération lente du principe actif par diffusion et les comprimés enrobés une diffusion lente à travers un film insoluble, par diffusion là aussi. Ces comprimés à libération prolongée permettent au principe actif de demi-vie courte de pouvoir atteindre la muqueuse souhaitée pour pouvoir être absorbé et surtout une diminution de prise par jour pour le patient, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. J'espère que cette vidéo a pu éclaircir quelques points. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour la fin de l'année. Bisous!